Je vais terminer l'unité en parlant de la loi des pressions partielles de Dalton. Donc, c'est quoi cette loi des pressions partielles de Dalton? Donc, pour l'instant, on s'est concentré principalement sur des gaz qui étaient des substances pures, c'est-à-dire que c'est un contenant avec un seul gaz et pas d'autres gaz. Mais de manière expérimentale et dans la réalité, on peut se retrouver, et on va souvent se retrouver dans des situations où on va avoir des mélanges de plusieurs gaz. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des mélanges de plusieurs gaz? Il faut comprendre qu'il y a un lien entre la pression totale de gaz dans un contenant et ce qu'on appelle la pression partielle. Puis ça veut dire que si tu as un contenant avec une substance pure qui est un gaz, par exemple l'hélium, si tu as un contenant d'hélium où la pression de ce gaz dans le contenant est de 2 atmosphères et que tu as un autre contenant qui contient des substances pures, ici l'argon, et que la pression totale de gaz d'argon dans le contenant est de 4 atmosphères, si tu mélanges les deux gaz ensemble dans un même contenant, la pression ne va plus être 2 atmosphères ou 4 atmosphères. La pression va être la somme des pressions partielles de chacun des gaz dans le contenant. C'est-à-dire que ça va être la pression de l'hélium plus la pression de l'argon qui va donner maintenant une pression totale qui va être de 6 atmosphères. C'est-à-dire que la loi des pressions partielles dit que la pression totale d'un mélange de gaz est la somme des pressions de chaque gaz exercerait s'ils étaient seuls dans le contenant. Donc, s'il était seul, 2 atmosphères, s'il était seul, 4 atmosphères, donc un total de 6 atmosphères. Donc, si on regarde ça, on peut dire que si on a un gaz A, la pression d'un gaz A correspond au nombre de moles du gaz A fois R fois la température en Kelvin divisé par le volume. Comment est-ce qu'on a obtenu cette expression-là? Bien, on a la loi des gaz parfaits, PV égale à nRT. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé P. Et en isolant P, il faut que tu divises par V des deux côtés, ce qui va te donner cette expression-ci. La pression d'un autre gaz B est égale au nombre de moles de gaz B fois R fois la température divisée par le volume. Mais on s'entend que la constante R dans les deux cas est la même, qu'ils ont la même température et qu'ils vont occuper un même volume parce qu'ils sont mélangés dans un même contenant. On sait que d'après la loi des pressions partielles de Dalton, que la pression totale, PT, égale à la pression du gaz A plus la pression du gaz B. Si on remplace PA par cette expression et PB par cette expression, on va se retrouver ici avec N, donc le nombre de moles du gaz A, fois R fois T divisé par V, plus le nombre de moles du gaz B, fois R fois T divisé par V. Et puisque R, T sur V est le même dans les deux cas, parce que c'est la même constante à la même température et au même volume, on peut donc représenter ceci par le fait que R, T sur V fois, entre parenthèses, NA plus NB représente on peut maintenant le simplifier en faisant ça. Et ça fait en sorte que on peut aussi représenter la pression totale comme étant le nombre de moles total, parce que N ici, ça va être NA plus NB qui est N total, fois R, T sur V. Maintenant, qu'est-ce que ça nous permet d'obtenir? Bien, ça nous permet d'obtenir ce qu'on appelle la fraction molaire d'un gaz. Donc, quand tu as un mélange de plusieurs gaz et que tu as une pression totale qui correspond à la somme des pressions de plusieurs gaz, chaque gaz va avoir ce qu'on appelle une fraction molaire. Et qu'à la fin, ça représente le pourcentage de contribution de ce gaz à la pression totale. Comment est-ce qu'on le calcule? Bien, on va le calculer en prenant la pression d'un des gaz dans le mélange divisé par la pression totale. Et ça va donner un nombre qui va être entre 0 et 1, donc entre 0% et 100%. S'il y a par exemple qu'un seul gaz à l'intérieur de notre contenant, s'il y a juste un seul gaz, la pression du gaz va être égale à la pression totale, ce qui va dire que ça va être une relation de 1 sur 1 qui donne 1. Par contre, disons que tu as 1/10 de la pression de gaz correspond à un gaz, et donc ça va être une certaine valeur qui va donner 1/10, donc 0,1.
Et on peut le calculer en utilisant ce qu'on a vu ici, donc la pression totale égale à nRT sur V, donc N total RT sur V, et la pression PA, c'est le nombre de moles de gaz A fois R fois T sur V. Et donc, si on les met ici, on peut maintenant se débarrasser de RT sur V parce qu'on est en train de le diviser par lui-même, donc ça fait 1. Et donc, la pression de A sur la pression totale est égale au nombre de moles de A sur le nombre de moles de A plus le nombre de moles de B, parce que ça, c'est le nombre de moles total. Et donc, la fraction molaire correspond au nombre de moles d'un gaz divisé par le nombre de moles total, et la fraction molaire doit se retrouver entre 0 et 1. Ça veut dire que, sachant que la fraction molaire correspond à un certain rapport ou un certain pourcentage de la pression totale, on peut dire que la pression du gaz A va correspondre à la fraction molaire du gaz A fois la pression totale, et la pression du gaz B va correspondre à la fraction molaire du gaz B fois la pression totale, parce que la fraction molaire, c'est sa contribution à la pression totale. Et que, dans le fond, si on avait un contenant dans lequel on avait seulement 2 gaz, le gaz A et le gaz B, si tu fais la somme des fractions molaires, ça devrait donner une valeur de 1. Disons que tu as la moitié de la pression totale, donc 0,5 de la pression totale correspond au gaz A, et que tu as seulement 2 gaz dans ton contenant, bien la pression du gaz B doit correspondre à la moitié de la pression totale aussi. Et donc, on peut dire que la pression d'un gaz, ça correspond à la fraction molaire d'un gaz fois la pression totale. Donc, voici un problème qui utilise cette loi. Un mélange de gaz rare contient 4,46 mol de néon et 0,74 mol d'argon. Donc ici, imagine que tu as un mélange et qu'à l'intérieur, tu as du néon et que tu as de l'argon. Et tu as spécifiquement 4,46 mol de néon et spécifiquement 0,74 mol d'argon. Tu as aussi du xénon et tu as 2,15 mol de xénon. Donc, tu as un mélange de tous ces gaz-là dans un même contenant. Calcule la pression partielle de ces gaz si la pression totale est de 200 kPa. C'est-à-dire que tous ces gaz-là dans le contenant correspondent à une pression totale de 200 kPa. Mais ça veut dire que chaque gaz va contribuer d'une certaine façon à cette pression totale. Et sa contribution va dépendre de son nombre de moles. Plus son nombre de moles est élevé, plus que sa fraction molaire va être élevée. C'est-à-dire que ici, la première chose à calculer, ce serait la fraction molaire des gaz. Donc, on va faire le symbole fraction molaire, on va faire la fraction molaire du néon. La fraction molaire du néon va être égale au nombre de moles de néon divisé par le nombre de moles total. Donc ici, le nombre de moles total va être égal à 4,46 plus 0,74 plus 2,15, 4,46 plus 0,74 plus 2,15, qui nous donne 7,35 mol. Donc ici, 7,35 mol. Donc 4,46 divisé par 7,35 nous donne 0,6068 mol. Peut-être on va aller plus en précision parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des chiffres significatifs ici à cette étape parce que ce n'est pas la réponse finale. La fraction molaire de l'argon va être égale à son nombre de moles divisé par le nombre de moles total.
0,74 divisé par 7,35, qui nous donne 0,1006802,727 mol. Et la fraction molaire du zénon va être égale au nombre de moles de zénon, donc 2,15, divisé par 7,35. Donc 2,15 divisé par 7,35. Et donc, ça donne 0,29251,7006 mol. Si tu fais la somme de ces fractions molaires, tu dois avoir un total de 1. Parce que la contribution de chacun va être ajoutée l'une à l'autre, donc ça devrait donner la somme du nombre de moles de cette façon-ci. Maintenant, je vais juste rapidement le faire. Donc, 0,6068 plus 0,10068 plus 0,2925, ça nous donne 0,999998. Si j'avais ajouté comme 100, si j'avais ajouté tous les chiffres après la virgule, j'aurais obtenu 1. Mais ça confirme que dans le fond, j'ai bien calculé mes fractions molaires. Des fois, c'est important de faire ce petit, d'arrêter un petit peu puis de vérifier dans ces situations-là. Mais ça fonctionne parce que j'ai seulement 3 gaz dans mon contenant. Maintenant, la fraction molaire va être capable de nous permettre de déterminer quelle va être la pression qui va être exercée par un gaz par rapport à la pression totale, dépendant de sa fraction molaire. Donc ici, là, ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça serait de trouver la pression du gaz, le néon. Ça va être égal à sa fraction molaire, donc 0,606802721, fois la pression totale. Donc, 0,606802721. Ici, fois 200. Donc, ça donne 121. Ici, on va mettre 3 chiffres significatifs, kilopascal. Ensuite, on va continuer ici. La pression de l'argon va être égale à sa fraction molaire. Donc, 0,1006802,727 fois 200. Qui nous donne 20,1 kPa. Et en dernier, la pression du zénon dans mon contenant, ça va être sa fraction molaire, 0,2925170, 006 fois 200. Ça nous donne 58,5 kilopascal. Maintenant, c'est des fois important de vérifier si on a eu la bonne réponse et pour obtenir la bonne réponse, il faut que la somme des pressions de chaque gaz soit égale à la pression totale de 200 kilopascal. Donc ici, ça serait 121. Naturellement, il y a des décimales que je n'ai pas mis. Plus 20,1 plus 58,5. Et donc, on voit que ça donne 199,6 et le 0,6, la raison pourquoi il en manque 0,4, c'est parce que je n'ai pas mis un chiffre après la virgule ici. C'est-à-dire que là, maintenant, on a la pression partielle de chacun des gaz. Je vais vous laisser faire le prochain exercice et s'il vous plaît, venez me voir pour vérifier si vous avez la bonne réponse. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on se sert de la loi de la pression partielle? Bien, parce que dans certaines situations, comme par exemple ici, on est en train on fait la décomposition du chlorate de potassium. Lorsqu'on fait la décomposition du chlorate de potassium ou la décomposition d'un élément pour faire ressortir un gaz ou ses composés, et un de ces composés est un gaz, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de capturer le gaz pour savoir quel volume de gaz on a été capable d'obtenir par la décomposition. Le volume du gaz qu'on a été capable d'obtenir par la décomposition va nous permettre de déterminer le nombre de moles de gaz qui a été produit. Et à partir du nombre de moles de gaz qui a été produit, on peut déterminer combien de moles de réactifs ont été utilisés, par exemple. Si on fait ce genre d'expérience-là,
et qu'on recueille le gaz, on va faire ce qu'on appelle un déplacement d'eau. Puis ça, c'est ce que ça ressemble à un déplacement d'eau. Tu as une réaction qui produit un gaz et ce gaz-là va s'échapper du solide qui réagit dans un contenant hermétiquement fermé, attaché à un tube qui, lui, va être submergé sous l'eau et qui va se retrouver à avoir une ouverture dans un autre contenant qui peut être une éprouvette, qui, lui, va être rempli de liquide. Si vous vous rappelez l'expérience qu'on a faite, le seul lab qu'on a fait cette année, on a recueilli un gaz qui était l'acétylène lorsqu'on avait fait la réaction entre le carbure de calcium et l'eau. Et on avait rempli l'éprouvette, une des éprouvettes complètement d'eau pour être capable de capturer toute l'acétylène qui était produite par cette réaction, ou au moins capturer assez pour remplir l'éprouvette. Et donc, vous savez que quand le gaz rentre dans l'éprouvette remplie d'eau, ça va rajouter du gaz, ce qui va rajouter de la pression sur le liquide, et l'ajout de la pression sur le liquide, plus qu'il y a de gaz, fait sortir le liquide de ton éprouvette pour qu'il retourne dans le bassin d'eau. Ici, on va recueillir un certain volume de gaz et on va prendre pour acquis que le volume qui a été recueilli lors de la réaction va être le volume qui a été produit par la réaction. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce qu'en réalité, le volume de gaz qui est ici, ce n'est pas égal au volume d'oxygène qui a été produit. Maintenant, vous pouvez vous dire, bien, ça produit de l'oxygène a rempli le tube. Donc, pourquoi c'est pas juste de l'oxygène? Bien, c'est parce que vous avez besoin de ne pas oublier qu'il y a de l'eau et que en faisant des bulles d'oxygène ici à l'intérieur du contenant d'eau, il va y avoir un petit peu de vapeur d'eau qui va sortir, donc un petit peu d'eau qui va sortir à l'état gazeux à l'intérieur de ton espace vide ici. Et donc, le volume du gaz va être en réalité le volume d'oxygène produit plus le volume de l'eau qui était d'une quantité de vapeur d'eau qui était dans le contenant. Donc ça, celle-ci, c'est de la vapeur d'eau. Maintenant, malgré le fait que la vapeur d'eau est négligeable, elle va exercer une certaine pression sur le contenant qui ne doit pas être la même et qui ne va pas être confondue à la pression de ton oxygène dans ton contenant. Ça veut dire que dans ces situations-là où on va faire une réaction qui relâche un gaz et qu'on capture le gaz par déplacement d'eau, il faut prendre en considération que la pression du gaz dans le contenant ici et le volume du gaz dans le contenant ici correspond pas seulement au volume de gaz de l'oxygène pur, mais c'est un mélange des deux volumes et donc un mélange des deux pressions. Donc, ici, il faut se rappeler que la pression totale dans un déplacement d'eau d'un gaz va être la pression de l'oxygène qui a été pris, donc ça c'est le gaz qui a été produit et capturé, plus la pression partielle de l'eau. La pression partielle de la vapeur d'eau par déplacement d'eau a été mesurée et à différentes températures et donc on se sert de ce tableau-là pour savoir quelle devrait être sa pression partielle lorsqu'on fait un déplacement d'eau à des différentes températures. Donc, voici comment est-ce qu'on résout ce genre de problème-là où on doit prendre en considération la pression partielle de l'eau. L'oxygène produit par la décomposition du chlorate de potassium est recueilli comme l'illustre la figure de la page précédente. Donc, comme l'illustre ceci. C'est juste qu'ici, tu as du chlorate de potassium dans ce contenant. Le volume de gaz recueilli est de 24 degrés Celsius et à 762 mm de mercure est de 128 ml. Calcule la masse de l'oxygène obtenue et la pression de la vapeur d'eau est ça. Maintenant, vous pouvez vous dire, bien, on n'a pas besoin de le savoir, on nous dit c'est quoi le volume de l'oxygène produit. Mais remarquez que c'est le volume et la pression du gaz recueilli. Le gaz recueilli est un mélange. Donc, la pression qui est ici, ce n'est pas la pression de l'oxygène, c'est la pression du mélange avec l'eau. Et donc, c'est important d'aller enlever la pression qui a été exercée par la vapeur d'eau à cette valeur-là. C'est-à-dire que la pression totale, ici, du gaz, va être égale à la pression de l'oxygène, qui est le gaz recueilli par la décomposition du chlorate de potassium, plus la pression partielle de la vapeur d'eau. On vous dit qu'à 24 degrés Celsius, elle est de 22,4. Je ne voyais pas, mais
on vous dit qu'elle est à 22,4 mm de mercure. C'est-à-dire que la pression totale, 762, va être égale à la pression de l'eau, l'oxygène, plus 22,4 mm de mercure. Donc, la pression de l'oxygène dans le contenant va être de 762 moins 22,4. 762 moins 22,4 qui nous donne 739,6 mm de mercure. Donc ça, c'est la pression réelle de l'oxygène et pas du mélange dans le contenant. Par contre, le volume est le même et la température va être la même aussi. Ça veut dire que maintenant, on peut déterminer c'est quoi le nombre de moles d'oxygène qui a été recueilli, parce qu'on sait que PV égale à nRT. Ça, c'est la première étape, ça, c'est la deuxième. La température, ici, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on la mette en degrés Kelvin, donc 24 plus 273,15. Ça donne 297,15 Kelvin. Le nombre de moles va donc être égal à PV sur RT. La pression est de 739,6 fois le volume qui va être, ici, il faut le mettre en litres, donc 0,128 litres, divisé par 8,314 fois la température en Kelvin, 297,15. Donc, 739,6 fois 0,128 divisé par 8,314. N'oubliez pas de mettre des parenthèses ici pour le dénominateur sur votre calculatrice. 297,15. Et donc, ça nous donne 0,038319613. Voilà. Ce qui nous mène à la troisième étape. La masse d'oxygène va être égale au nombre de moles d'oxygène, donc 0,038319613 fois 32,00, parce que c'est la masse molaire de 2 oxygènes, donc O2. Donc 16 fois 2, donc fois 32, qui va nous donner 1,20. Ici, il y a combien de chiffres significatifs? Il y en a 2, donc 1,2 grammes d'oxygène qui a été produit par cette réaction. Je vais vous laisser faire l'exemple numéro 22. Donc, laissez-moi savoir si vous voulez confirmer que vous avez la bonne réponse.